Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, 14 septembre, Monday Night Raw spécial In Your Face. Avec moi, pour analyser cet épisode incroyable, Tonton Chris. Salut Tonton. Salut Yarem, salut peuple de Catch-Up. C'est parti pour cette review du Monday Night Raw 1000 parce que moi j'ai les chiffres exacts, ça rigole pas. Le 1425e Monday Night Raw. Alors ce 1425e Monday Night Raw, est-ce que tu sais pourquoi il s'appelait In Your Face? Parce que Alors moi, là, pas du arrivé tout, à la fin de l'épisode, je ne savais toujours pas pourquoi ça Ah bah s'appelait non, comme ça. mais je n'ai pas compris au début, je n'ai pas compris au milieu et je n'ai pas compris à la fin. Et je comptais sur tes lumières pour m'éclairer. Alors les lumières sont éteintes à tous les étages dans la Eh team merde. Catch-Up. D'accord. Bon, bah écoute, quelqu'un, quelque part sur cette planète Terre doit bien savoir pourquoi cet épisode s'appelait In Your Face. Si vous, chers auditeurs et auditrices, vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire, soit sur notre Discord, le lien est dans la description, ou directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si Bon. Vince nous entend, peut-être que Vince peut répondre à cette question. Bien sûr, mais allez Vince, viens nous dire, explique-nous. On aura d'autres questions aussi pour toi. Ah bah tiens, Dolph Ziggler était aux commentaires, ça t'a fait plaisir ça? Eh ouais, il paraît que Samoa Joe et Phillips étaient en congé. Alors du coup, on a collé, c'est le cas de dire Cole et puis et Ziggler. Et Ziggler aux commentaires, c'était pas mal. Ouais, toujours très à l'aise au micro, Dolph Ouais. Ziggler, donc c'était plutôt agréable, d'autant plus qu'il a eu une petite interaction durant notre promo d'ouverture avec Drew McIntyre, notre beau champion là, universel qui ouvre quasiment tous les shows. Là, on sait que ça me fait plaisir ça. Petit problème pour l'Écossais, il est toujours pas à 100%. Les médecins hésitent un petit peu à lui donner le feu vert finalement. Mais le problème, c'est que si il refuse de se faire soigner, il devra abandonner finalement son titre. On se souvient qu'il y a une petite règle alinéa 3, page 48 du code de la WWE, qui veut qu'un champion doit pouvoir défendre son titre tous les 30 ou 40 jours. Ouais, sauf quand tu t'appelles Brock Lesnar. Ah oui, ça c'est la toute petite astérisque qu'il y a. Parce que là, tu peux rester pendant 4 mois sans défendre le titre, il n'y a pas de problème, on ne te le retire pas. Mais par contre, tu te blesses et puis au bout d'une semaine déjà de Drew McIntyre, on commence à lui parler de est-ce qu'il va pas falloir rendre le titre vacant, quoi. C'est quand même dingue. Eh oui, voilà, il y a des traitements de faveur parmi les membres du roster de la WWE, mais pas de Brock Lesnar à Clash of Champions. Non, c'est bien Randy Orton que l'Écossais va devoir affronter. Et du coup, l'Écossais, il est logique. Comme nous, il a vu qu'il y avait beaucoup d'ambulances ces dernières semaines en Floride. Ah ouais. Et du coup, il challenge Randy Orton dans un ambulance match pour le titre au prochain pay-per-view. Adam Pearce débarque. On sait qu'Adam Pearce a visiblement pris du galon parmi les officiels de la WWE. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a annoncé. Il a son petit bandeau officiel de la WWE. Il s'est fait d'ailleurs charrier par Drew McIntyre pendant leur altercation, puisqu'il lui fait, Drew McIntyre lui fait mais qui t'a donné tous ces pouvoirs? Qui t'a mis là en fait? C'était assez drôle. Mais Adam Pearce, il a surtout un message à faire passer, puisqu'il annonce que la vipère, Randy Orton, n'est pas complètement rétablie pour Clash of Champions. C'est encore un peu le doute pour ce pay-per-view qui approche très bientôt. Et dans le cas où Randy Orton ne serait pas prêt, il a une petite idée, Adam Pearce. Il a une petite idée pour un autre contender, un mec qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, un mec qui dorénavant catch en grenouillère, c'est Keith Lee. C'est Keith Lee, ouais. Donc, match ce soir, Keith Lee versus Drew McIntyre. Et si Keith Lee gagne, il a une chance potentielle d'être contender à Clash of Champions dans le cadre où Randy Orton, lui, ne serait pas prêt pour le match. J'ai bien compris? C'est tout à fait ça, ouais. Alors, est-ce que c'était clair pour toi, cette introduction à Monday Night C'était Raw? assez clair. Après, là, il y a plein de reports qui disent qu'on ne sait pas trop en fait quel est l'état de santé de Randy Orton. Genre le vrai état de santé? Ouais, genre le vrai état de santé. Donc ça serait peut-être pour une de ces raisons pour lesquelles il aurait été absent comme ça. Après, bon, je m'inquiète pas trop parce que je sais que la vipère a une forte capacité de régénération.
Et donc, je pense que d'ici là, ça devrait le faire pour Clash of Champions, quoi. Mais c'est bien d'avoir Mickey Steele là dans l'affaire. En plus, ils sont présentés comme potes, quoi. Et du coup, bah, c'est quand même de la bonne compète entre les deux, donc c'est pas mal. Écoute, bah, on commence Raw avec le champion. Le champion ouvre Raw dorénavant quasiment toutes les semaines là ces derniers temps. Il est chaud patate et c'est plutôt bien là pour le coup là avec un Kissy qui vient se mettre dans l'équation. Moi, je trouve ça plutôt sympa. On retrouvera le match hein, un petit peu plus tard. En attendant, on a des champions qui se déplacent. Ce sont Cesaro et Nakamura. Hein, souvenez-vous, ils étaient venus la semaine dernière provoquer les autres champions, hein, ceux de Raw, les Street Profits. Et du coup, ce soir, on avait le fameux match. On ne savait pas trop pourquoi les mecs ils leur avaient balancé un défi, pas pour Clash of Champions. C'est donc dans un Monday Night Raw tout à fait classique que Cesaro et Nakamura vont affrontent les Street Profits. Alors, j'ai adoré trop de ce match avec Cesaro qui fout un énorme uppercut à Angelo Dawkins à peine la cloche sonnée. Du coup, après, ils ont isolé Montez Ford via l'aide de Nakamura. Street Profits qui tente de remonter la pente. Mais voilà, la puissance hein, de Cesaro qui a quasiment fait tout le boulot. Hein. C'était le Cesaro Show ce soir. Mais à mal les champions du show rouge. Mais il résiste. Ford se libère d'un pop-up uppercut. Il fait le tag. Nakamura est blessé à l'extérieur. Dawkins se connecte pour faire le cash out splash sur Cesaro pour la victoire. Victoire donc des Street Profits. On retiendra surtout, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu, je sais pas toi, mais c'est quasiment Cesaro qui a fait tout le match. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné les coups, mais c'est aussi lui qui les a pris. Ah ouais, on peut considérer que le Suisse, c'est un peu le MVP du match, quoi. Un match qui a duré 9 minutes 30. Écoute, moi, il y a un petit arrière-goût quand même de déception, quoi. Ah, C'est dommage. Ouais, bah ouais. Moi, ce match, je l'aurais collé dans le pay-per-view et pas dans un Raw random, quoi. Et c'est un petit peu ce qui m'a un petit peu gâché le plaisir, quoi. Je me suis dit vraiment, mais pourquoi passer de cette affiche-là pour le pay-per-view qui arrive, alors que là, ils avaient un truc tout fait, tout prêt, facile. Mais non, avec cette fameuse wild card rules là, hein, qui a repris au goût du jour, hein, puisque Vince veut absolument que des gars du roster d'Euro aillent à SmackDown et vice versa. Et bah du coup, on se retrouve avec cette affiche qui était effectivement, c'était un match pas mauvais, hein, c'était un opener quand même de qualité, quoi. 9 minutes 30 entre ces quatre-là, ça le fait, quoi. Et puis voilà, bah, comme tu l'as dit, ouais, effectivement, ouais, Cesaro a été vraiment le gros bonhomme de ce match pour finalement perdre. ouais, c'est un peu voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, ces grosses équipes bien fraîches là, qui viennent me provoquer, des mecs qui sont champions depuis 200 jours là et qui sont méga over. Street Mais Profits, ouais, ils auraient pu perdre largement ce match. Ça aurait plus profité dans ce sens-là que dans l'autre. À moins qu'on nous réserve une seconde manche, peut-être à Clash of Champions. pourquoi pas, ouais. Ce Mais qui est le problème, c'est qu'on ne sait pas, finalement, le thème du pay-per-view, hein, il est un peu étrange, hein, parce que j'ai pas l'impression que ça soit finalement tant que ça dans le thème, Clash of Champions, mais OK, d'accord, mais où sont les affiches, là, jusqu'à présent? ouais, bah, historiquement, en tout cas les dernières années, c'était surtout, tous les champions remettaient leur titre. C'était Ouais, surtout c'était ça. ça, ouais. Après, il y a eu un petit goût, après il y a eu enfin tout se mélangeait un petit peu quoi, entre ça, plus les Survivor Series, Bragging Rights, et je sais plus quel autre pay-per-view, où en fait on mettait en affrontement finalement les champions du show rouge contre les champions du show bleu. Du coup, c'est vrai que là, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces champions tag team? Il y a quasiment pas de contender, ni du côté rouge, ni du côté bleu. C'est surtout ça finalement que ça me met aussi en exergue, c'est le fait que, à part les champions, il y a personne ou pas grand monde. Ouais, ça manque d'adversité, on va dire. Ouais, pourtant le casting est là, hein, malheureusement. Bon, bah, écoute, en tout cas, peut-être des potentiels, contenders, c'est, bah, la faction la plus haute du moment, je serais tenté de dire, hein, loin devant, les nains, qui agressent, et détruisent et coupent les cordes à coups de scie sauteuse, c'est le Hurt Business. Le Hurt Business qui, une fois de plus, bah, écoute, a eu pas mal de temps d'antenne.
notamment avec cette petite promo de Cédric Alexander qui expliquait pourquoi il a rejoint cette faction de beaux gosses qui réussissent dans la vie. Tout simplement qu'il voulait être protégé. Il voulait être protégé, il avait un petit peu ras-le-bol de se faire tabasser. Alors, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Hein. Il a un petit peu marre de se faire tabasser toutes les semaines après semaine par le Hurt Business. Du coup, il a rejoint le Hurt Business. C'est vrai que c'est assez simple. Hein. Don't be a bully. Don't be bullied. Be bully. Bah oui, voilà. Non, mais moi, je crois que finalement, Cédric Alexander, il a fait un calcul simple. Hein. Au lieu de me faire casser la gueule toutes les semaines par le Hurt Business, je vais tout simplement les rejoindre. Comme ça, c'est moi qui vais casser les gueules. Exactement. Ricochet et Apollo, donc les anciens copains d'Alexander, arrivent. Il nous explique que voilà, il a fait une erreur, qu'il va regretter toute sa vie. Et du coup, on a un match entre Alexander et Ricochet. Un match plutôt relevé hein, entre les deux. Ça bondit un peu dans tous les sens. On a de la brawl en plus ringside avec Eric des Viking Raiders qui attaque Bobby Lashley. Il se retrouve après, il disparaît, je crois, dans les backstage. Et malheureusement pour Ricochet, voilà, à force de se faire à coup de distraction par MVP et Shelton Benjamin, il se fait choper avec le lumbar check d'Alexander qui récolte donc sa première victoire. On se souvient qu'il y avait eu un finish un peu douteux la semaine dernière. On avait dit qu'ils allaient sûrement le recorriger derrière. Et ben voilà, c'est fait. Victoire franche du collier pour Alexander et Ricochet. Pour Alexander face à Ricochet, pardon. Pour Alexander face à Ricochet, écoute, une victoire en 8 minutes 21 qui a dû faire plaisir à Giscal et Papy de voir Ricochet se faire casser la gueule. Hein. Moi, un peu moins, j'avouerais. Mais le pauvre Ricochet, de toute façon, le pauvre Ricky, c'est plus Ricky la belle vie en ce moment. Hein. C'est Ricky la déprime. Hein. Vraiment, là, il a encore un peu de temps d'antenne, mais ça commence à sentir le sapin, j'ai peur, pour le high flyer. Mais c'était pas mal. Écoute, de toute façon, les deux pouvaient nous envoyer, en termes de in-ring, pouvaient nous envoyer un truc pas mal, avec effectivement de l'interaction et tout ça. Donc, du coup, c'était assez vivant. Tout ça, c'était dynamique. Donc, c'était comme on sortait d'un match Profits versus Cesaro Nakamura, qui était aussi lui-même dynamique. Ça faisait qu'il y avait quand même de l'ambiance dans ce départ d'Euro, quoi. Et voilà. Et après, c'est dans la logique, c'est totalement normal que Cédric Alexander gagne finalement. Le mec, il serait arrivé au Hurt Business et direct, il aurait perdu quand même, ça aurait peut-être posé quelques soucis. Donc voilà, donc il s'installe et il s'installe bien, le Cédric. Gros selling sur le lumbar check. Hein. Oui, gros la vache, le Ricochet. Oh, j'ai adoré. Enfin, effectivement, on aime. Il faut dire, c'est un vrai petit plaisir de voir Ricochet se faire casser la gueule, parce qu'il le fait si bien. Ouais, j'adhère pas forcément à cette théorie-là, mais bon, comme je sais que je suis totalement minoritaire là-dessus, je vais pas trop insister. Bon, le Hurt Business, dans Hurt Business, il y a business, et du coup, juste après ce match, en fait, il y a eu une petite vidéo de Retribution qui, alors là, cette fois-ci, il nous montre, on a clairement pu reconnaître 2 ou 3 visages, hein, puisque là, ils font tomber les masques quasiment. Ah bah là, il y en a 5 qui sont identifiés. De toute façon, sur la quinzaine, il y en a 5 là déjà, ils sont identifiés. Ah oui, t'as les noms, tu veux dire? Ah ouais, j'ai des noms, j'ai la liste. Ah d'accord, bon, on va garder la surprise alors Voilà. pour nos auditeurs, nos auditrices, même si je pense que parmi les quelques noms qui ont déjà été cités par le podcast Catch Up, il y a quelques noms qui auront été vérifiés d'ici là. Bref, leur business, ils vont voir Adam Pearce et proposent leur service, non pas à titre gracieux, comme Adam Pearce pensait, mais voilà, contre monnaie trébuchante, pour finalement assurer la sécurité du show face à Retribution. Et on verra un peu plus tard si oui ou non ils assurent quoi en tant que staff de sécurité. C'était plutôt bien vu, j'ai bien aimé cette petite séquence. Ah ouais, parce qu'ils perdent pas le nord, quoi. Et puis MVP, voilà, quoi. Lui, il est OK, nous, on va faire la sécurité sur Monday Night Raw, mais les gars, il faut cracher au bassinet, quoi. Faut balancer du chèque. Et pas juste de lumbar check, mais du chèque avec des dollars dessus. Des dollars chèques. Voilà, des gros dollars. En attendant de voir comment voilà, si on met 5 sur 5 au service de sécurité du Hurt Business, on va aller voir une division qui, elle, est bien hurt, qui est bien mise à mal. C'est la division féminine
de Monday Night Raw avec ce fameux match de championnat quand même. On avait un match de championnat ce soir, Asuka versus Mickie James. Petit récap de la carrière de Mickie James. Comme tous les 2 ans, on a un récap de la carrière de Mickie James. Juste backstage, juste avant, et c'est pas anodin, on avait une petite confrontation entre Zelina Vega qui en a un petit peu marre d'Andrade et Garza qui arrête pas de se prendre la tête. Donc elle commence un peu à en avoir ras le cul de ces 2 zigotos. Le match commence. Et malgré toutes les tentatives de la 6 fois championne, hein. Mickie James a été 6 fois championne, si je me trompe pas. Elle se retrouve dans le Asuka Lock et une fois de plus, on a un finish un peu dégueulasse, un peu bizarre, puisque l'arbitre, dans une incompréhension un petit peu totale, hein, puisque personne n'a compris, tout simplement. Commentateur compris. Y compris les commentateurs qui, visiblement, étaient aussi étonnés que nous. L'arbitre sonne la fin du match par abandon, hein, finalement, ou par un chaos technique. C'est une forme de TKO. Ouais. Enfin, c'était dégueulasse. C'est un referee stoppage, quoi. Arrêt par l'arbitre, quoi. L'arbitre décide d'arrêter le match. Et victoire, du coup, d'Asuka. Dans un finish totalement dégueulasse. Dans un match qui avait duré 12 minutes. Et où j'ai trouvé que James était plutôt en forme, c'était plutôt pas mal ce qu'elle nous a proposé la vétéran là. Et c'était pas fou, hein, c'était pas le match de l'année féminin, ça c'est clair, mais au final c'était pas si mal et complètement gâché par ce finish totalement dégueulasse où on voit rien du tout, où même Mickie James a l'air d'être un peu paumé à la fin, de pas trop savoir en fait le pourquoi du comment de la décision de l'officiel. Vraiment, vraiment étrange ce finish là, alors que c'était si simple, voilà, Asuka Lock, je tape et puis on n'en parle plus, quoi, voilà quoi. Mais Mickie James avait l'air un peu sonné à un moment donné du match. Je me demande si elle s'était pas genre un peu blessée, toi, et que du coup elle était un peu dans le gaz au moment du finish et que je sais pas, genre elle a oublié de taper ou j'en sais rien. C'était assez bizarre. Ouais, c'est possible, ouais, mais est-ce que voilà, c'est tout simplement un botch? Peut-être que c'était prévu qu'elle tape et puis elle a pas tapé et puis l'arbitre, lui, il s'est dit: «Bah, voilà, de toute façon, le truc, il était défini comme ça, donc moi, j'arrête le match», quoi. Voilà, des décisions unilatérales de l'arbitre. C'est un scandale! Ouais, le corps arbitral de la WWE, visiblement, a des revendications, là. Ah, c'est fou. Bon, là, ce qui est important, c'est ce qui arrive derrière et ce qui arrive derrière, à la surprise générale, c'est Zelina Vega qui vient tout simplement provoquer Asuka, pour son titre. Pour son titre. Elle nous explique qu'elle en a marre, et qu'elle en a marre, il y a pas Carambar, mais il y a Zelina Vega et Zelina Vega, elle veut rouler pour elle maintenant. Elle en a marre d'être manager de jeunes coqs qui ne passent leur temps à se donner des coups de bec Et qui arrivent jamais à choper la ceinture. Et qui arrivent c'est plus. ça. Bref, des gros nazes. Elle arrête pas de bosser comme une dingue depuis des mois et des mois parce que Zelina, c'est quand même une des grosses têtes d'affiche de Raw depuis des mois et des mois. Et elle se retrouve avec 2 losers qui ont eu je sais pas combien de title shots pour la ceinture tag team et qui n'ont toujours pas été foutus de la prendre et qui au final sont en train de splitter. Donc elle prend les choses en main, elle les pose sur la table, Zelina. Et moi, tu vois, j'ai lu un peu partout que ça avait l'air de déplaire beaucoup. Et moi, pour le coup, je trouve que c'est assez logique. Je trouve même que c'est quasiment mérité en fait que Zelina ait enfin droit à un shot un peu dans la title picture féminine. Parce que la nana, quoi, franchement, écoute, je crois que pendant le confinement, on avait même intitulé une des reviews Raw is Zelina. Et je trouve que c'était largement mérité. Et c'est bien d'avoir la manageuse qui revient un peu entre les cordes. Alors bon, face à Asuka, qui est tellement au-dessus des autres depuis elle aussi des mois et des mois, ça s'annonce compliqué. Mais moi, je fais partie en tout cas des gens satisfaits de voir Zelina un peu à l'affiche dans le ring. Ouais. En fait, le seul truc qui m'a vraiment fait tiquer, c'est la construction. Je trouvais très précipité. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait des mois et des mois, si ce n'est des années, ça paraît une éternité, que Zelina Vega donne de son corps et de son cerveau pour essayer de pousser ces petits jeunes, quoi, son écurie, sans succès, notamment parce que là, c'est ce qu'on nous raconte, parce que les mecs n'arrivent pas à s'entendre, et du coup, elle en a ras-le-bol. Et finalement, ils ont fait. Elle a pris cette décision, finalement, toi, en 2 scènes, quoi. Il y a eu une scène où elle en a eu marre des 2 autres qui se prenaient, Andrade et Garza qui se prenaient la tête, et 5 minutes plus tard, elle va défier Asuka pour le titre. Donc, j'aurais bien aimé, à la limite, que ça dure, toi, sur
qu'une ou deux séquences supplémentaires tout au long de l'épisode, ou toi quelque chose qu'on ait travaillé ça sur 1 ou 2 semaines Ouais. pour toi vraiment dire ah ouais effectivement là elle en a vraiment marre, elle veut prouver que limite elle peut y arriver et elle va défier Asuka. Là voilà, si vraiment j'aurais bien aimé qu'on voit cette petite progression, tu vois? Ouais, Mais ils ont pas fait d'efforts, mais ça, c'est habituel, hein. ouais, on en demande toujours trop, je sais, je sais. Bon bah voilà, hein, de toute façon, le résultat aussi de ce roster féminin, qui est, bah, sec, où il y a pas franchement justement beaucoup de profondeur, c'est qu'on se retrouve avec une Asuka contre Zelina Vega. Mais bon, elle va avoir sa chance, elle va montrer, ce qu'elle a dans le ventre. C'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. On retourne au Hurt Business puisque MVP remplace Dolph Ziggler. Je sais pas pourquoi Dolph Ziggler est parti. Ah si, il est allé au Underground, je crois. Enfin, Dolph Ziggler est vraiment, il bouffe à tous les râteliers celui-là. MVP est donc rejoint aux commentaires, enfin va rejoindre la table des commentateurs pour le match qui oppose Bobby Lashley à Eric. Et puis bah, Bobby Lashley qui dispose très facilement Ah oui. d'Eric avec le Hurt Lock. Donc sa prise de soumission finale. Donc merci d'être passé, hein, jeune fils de Lochnar là, tu peux repartir, hein. Ouais, 2 minutes. C'était vraiment expéditif, voilà quoi. Le Lashley, il a défoncé le Eric en 2 minutes. Eric est bien esseulé, hein, parce que là, Ivar va être absent pour un sacré moment. Ouais, Donc, bah, du coup, il a retrouvé, voilà, on l'a mis dans son rôle de jobber. ouais, le CEO, hein, du Hurt Business, Bobby Lashley. Il a quand même une position assez haute dans l'entreprise, hein, dans la société. Là, le CEO quoi, le mec. Ouais, un petit peu de compète là, qui va aller chercher qui tu aimerais bien voir défier Bobby Lashley là? Parce que finalement, on peut dire qu'il s'est débarrassé de toute la concurrence habituelle de ces dernières semaines. Qui on pourra aller mettre dans les pattes de Bobby? Ouais, c'est vrai que ça manque un peu de contender sur le titre US quand même. Bah, surtout à l'approche du pay-per-view là, j'ai l'impression qu'on a éliminé tous les contenders, donc à moins de nous refiler un contender qu'on connaît déjà. Après, c'est vrai que c'est compliqué là, hein, le Hurt Business, ils détiennent la ceinture US, les mecs ils sont 4, ils cassent des gueules à tout le monde tous les lundis. Je crois qu'il y a pas beaucoup de monde qui a envie de se mettre sur la ligne pour aller chercher ça, pour aller affronter Lashley. C'est vrai que c'est compliqué. Après, tu as des mecs qui sont, on en parlera plus tard, mais des mecs comme Owens, Black, etc., qui sont un peu Ricochet aussi, on pourrait le compter. Il y a plusieurs gars comme ça qui naviguent un peu dans des single matchs et qui pour l'instant sont pas impliqués véritablement dans des ceintures. Mais qui pour s'attaquer au Hurt Business en ce moment, c'est vraiment très complexe, quoi. Bah, écoute, la réponse, on la connaît quasiment puisqu'on l'aura un petit peu plus tard. N'oublions pas que Hurt Business doivent également assurer la sécurité du stade Ouais. et des employés de la WWE. Mais avant ça, Steel Cage match. Tout simplement. Je balance. On avait un Steel Cage match ce soir entre Seth Rollins et Dominic. Cette histoire n'est pas terminée. Ça va durer. Je pense que ça va durer sur plusieurs générations. Ah, si Rollins a des enfants avec Becky, effectivement, peut-être que bientôt on aura un Dominic versus le fiston de Becky et Seth Rollins, quoi. Je sais pas. Mais c'est vrai que là, on est quasiment entré dans un truc, c'est quasiment la rivalité de l'année, hein, la rivalité de Mysterio Rollins, quoi. Ah ouais, moi qui pensais que justement la vengeance familiale, la furie familiale de la semaine dernière avait suffisait comme voilà, comme on va dire comme fin de rivalité quoi finalement, puisque autant Seth Rollins d'un côté avait gagné en fait, avait gagné toi, et autant les Mysterio avaient aussi pris leur revanche, s'était vengé, mais non, visiblement, bah, ça doit bien fonctionner, hein, pour qu'on continue comme ça. Petite confrontation pardon, petite confrontation qui demandait beaucoup de concentration pour Murphy, face à Seth Rollins. On sait que Murphy, bah, il a pas assuré. Il a fait le con Murphy. Il a fait le con Ah ouais, il a pris cher. et il a pris cher en plus. Du coup, Seth Rollins voilà, lui le rassure, dit: «T'inquiète pas, ça va aller». Et puis il dit: «Par contre, tu restes backstage, tu n'interviens pas, voilà, tu restes dans ton coin». Il lui met quand même 1 ou 2 claques, je crois, hein? Non? C'est là qu'il lui met Ouais, 1 ou 2 ouais, claques? ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Une petite claque parce que c'est comme ça, hein, quand on est, le leader d'une secte, on a le droit de vie ou de mort
sur ceux qui nous suivent, hein, sur nos suiveurs. Le match, la famille Mysterio était là au complet aussi. Hein. Une fois de plus, toute la famille était là. Ah ouais, ils ont leur ticket permanent à l'Amway Center, apparemment, la famille Mysterio. Le match commence dans la cage. Murphy, malgré l'avertissement de Seth Rollins, essaye un petit peu quand même de se faire pardonner en intervenant plusieurs fois dans le match, notamment en filant des kendo sticks. Mais ça se retourne évidemment contre Seth Rollins, qui se prend des gros coups de bâton par le fiston Dominic. Dominic essaye de s'enfuir de la cage, mais Buddy Murphy attaque Rey Mysterio qui l'attendait à l'entrée. Et dans la confusion, j'ai adoré cette séquence, dans la confusion qui régnait, le pauvre disciple Buddy Murphy refait une nouvelle gaffe en refermant la porte dans la gueule de Seth Rollins qui allait sortir. Collectionne les conneries Murphy quand même. Ah ouais, mais à chaque fois, c'est le pauvre comme parce qu'il fait pas exprès et c'est pas toujours d'une bonne intention. En plus, il arrive à empêcher Dominic, une fois de plus, de s'échapper. Rollins kick out du Frog Splash. Et là, c'est la distribution de stomp dans la tronche du fiston. 1, 2, 3, 4, 1000 curb stomp dans la tête de Dominic pour assurer la victoire du Messie du lundi soir. Une belle victoire là de Seth Rollins. Dominic qui s'est fait aussi pas mal malmener. Et surtout, Seth Rollins qui se retourne contre Buddy Murphy et qui le passe à tabac et qui le laisse gisant au sol. Et une petite touche que j'ai beaucoup aimée, je sais pas à quel point il faut y attacher de l'importance, mais au moment où la famille Mysterio est remontée sur le ring pour aller s'inquiéter un petit peu de la santé de Dominic, la sœur de Dominic a fait une petite tape, une petite caresse quoi, sur Buddy Murphy pour s'assurer que tout allait bien. Ouais, un petit geste de soutien, de compassion, réconfort. de réconfort, puisque finalement, je pense qu'elle a eu de l'empathie pour ce pauvre rouquin qui lui aussi finalement est tombé victime de ce taré de Seth Rollins. Je ne sais pas où tout ça va nous amener, mais écoute, autant j'étais circonspect sur le fait qu'on continue cette histoire, autant j'ai beaucoup aimé cette petite cette petite séquence. Moi, ça m'a fait marrer, quoi, parce que c'est le premier truc que j'ai écrit dans le Discord, en fait, sur le lendemain du Raw, là, j'ai dit, mais est-ce que vous avez vu ce geste de compassion de la part d'Aliyah, qui quand même, la semaine dernière, comme quoi tout va très vite dans le catch, elle était l'une des premières à se jeter sur Murphy, à le tabasser à coups de kendo stick, et paf, le lundi qui suit, hop, elle est toute compatissante avec le même Murphy. C'est énorme, quand même. C'est énorme. Alors, est-ce que c'est de la compassion réelle ou est-ce que la frangine de Dominic est une stratège hors pair et tente de séduire finalement Buddy Murphy pour qu'il se joigne à la famille et ainsi retourner le disciple face au leader de la secte? Oui, peut-être, c'est peut-être ça, quoi. Peut-être que la famille Mysterio va essayer de faire de Murphy un allié. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Bon, après un match de 12 minutes pour un steel cage match, c'est assez court quand même. Et Seth Rollins gagne. Alors là, du coup, vu le nombre de matchs qu'il y a eu avec Seth Rollins et Dominic Mysterio, on est quasiment dans une série de NBA là. Et alors la semaine prochaine, quelle sera la nouvelle stipulation? Quel sera le nouveau match? On se demande, quoi, parce que ça n'arrête plus. Hein. On a l'impression que là, en fait, pour les scripteurs, c'est facile. Toutes les semaines, on dit allez, on fait un match Dominic, Seth Rollins cette semaine, les gars. Hein. Ah bon, on n'en a pas fait un la semaine dernière? Non, mais c'est pas grave, on en fait un autre, quoi. et les mecs n'arrêtent plus, quoi. C'est assez incroyable. Mais c'était, encore une fois, c'était pas mal. Hein. Enfin, Mysterio et Rollins, moi, je trouve qu'ils délivrent la marchandise à chaque match. Hein. Et finalement, c'est quand même assez divertissant. Mais c'est vrai que là, on ne sait plus trop où elle va, cette feud-là, hein, parce qu'elle commence à traîner en longueur, mais ça traîne en longueur sans qu'on sache où ça mène. Donc c'est pour ça que tu as bien fait de le signaler, ce petit geste d'Aliyah est peut-être un nouvel élément dans cette rivalité. Bon, quand on ne sait pas où on va, on demande à Papy. Eh bah ouais, on est comme ça, nous. Et Papy, on va où avec on va où avec cette histoire-là de la famille Mysterio? Mais on va droit dans les sommets. Bonjour à tous, ça va? Carrément.
Papy, voilà, Papy qui a eu ses médicaments là, juste avant le. Là, j'ai pris ma petite pilule bleue, là, je suis plein de patates, là, je vais. Oh là, fou, je touche pas Oula, aux étoiles. d'accord. T'as pris ta pilule bleue, tu viens de fermer la porte du studio à clé. On est mal barré là. Exactement, là, j'ai pu regarder ce main event avec grand plaisir parce que je pense que vous en êtes arrivé là, si je comprends bien vos Ah non, on n'en échanges. est pas au main event. Non, Ça on avait est pas. un goût de main pardon. event. Ça avait mais un ça goût de n'était main pas. event, mais ça n'était pas. Oui, c'est vrai que c'est pas en main event le combat en cage, j'étais persuadé que c'était en main event. Bah, Mais toutes non, les semaines, on a un match. La semaine dernière, c'était main event, mais pas là, faut pas déconner. Ah bah, je me confonds. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, moi, justement, qu'ils avancent par petites touches dans cette rivalité. Le petit Par geste de la touchette. main, le petit Murphy, là, que tu sais pas, je trouve que chaque personnage a droit à un petit traitement de faveur. Il y a personne qui est vraiment laissé pour compte dans cette histoire. Donc ça me plaît bien, moi. Ah, Papy, il aime les petits détails. Un geste de la main, un regard. Voilà. Une petite douceur. Bon, des petits détails, des gestes de la main et des regards, c'est pas forcément un Raw Underground qu'on en trouve, Ah non, ouais. puisque Braun Strowman est tout simplement venu foutre le bordel dans la cave de papa Vince, là où habite dorénavant le fiston Shane McMahon. Dolph Ziggler, Titus O'Neil, Randy Moss sont tous passés par là ce soir. Ils sont tous fait plus ou moins démonter par Braun Strowman. Plus que moi. Surtout plus que moi. Effectivement. Jusqu'à ce que enfin un adversaire à sa taille se manifeste. Et cet adversaire à sa taille, c'est tout simplement l'ancien footballeur polonais, Daba Kato, notre nouveau chouchou, qui est tout simplement plus grand, plus fort et plus beau que Braun Strowman. Du coup, je pense que Vince McMahon va tout simplement jeter son ancien jouet Braun Strowman et puis qu'il a trouvé son nouveau joujou, quoi. Daba, il s'appelle Daba Kato. Daba Kato. Et Bah, Braun il va le Strowman, bouffer. il a bien eu envie de casser la gueule à Shane aussi, j'ai eu l'impression. Oh bah, est-ce que tu connais des gens qui n'ont pas envie de casser la gueule à Shane McMahon? Ouais, c'est vrai, je suis l'un des premiers sur la liste en plus. Le pauvre Shane, en plus, là, il tape des mains, il monte sur le ring, il descend du ring. Il est plein d'énergie, ce garçon. Il envoie la pub à Raw Underground, c'est formidable. J'adore. Les sponsors et tout, il gère ça bien, il gère son petit business. Hein. Ah, ça c'est clair, hein, ça c'est le truc underground le plus merchandisé de l'histoire. Le t-shirt officiel, le sac banane Raw Underground. La pub envoyée, les trucs sur les murs, enfin bon, c'est vraiment du n'importe quoi ce truc. Ça plus les slips The Retribution, on est servi. Hein. Total. Mais en plus, il fait du teasing pour la semaine prochaine maintenant. Il fait attention, vous voulez voir ce match-là? Bah, vous le verrez pas. Faudra la semaine prochaine. Eh oui. C'est ça, c'est la loi de la jungle à Raw Underground. Oh putain, comment ils se foutent de notre gueule, c'est énorme. Du coup, les mecs qui se mettent sur la gueule Raw Underground, ils se retrouvent après dans un vrai ring à Raw, puisqu'on avait un match Aleister Black contre Kevin Owens. Et ouais. Mais Kevin Owens, il commence à nous faire une petite promo, je crois, où il se fait attaquer par Aleister Black avant que la cloche sonne, en tout cas. Ouais. Donc, Aleister Black, donc le Hollandais, a la main sur le match. KO a un petit peu du mal, hein, forcément. Il se bouffe un gros nibar dans la tronche. Le nibar d'Aleister. Le nibar. Le nibar d'Aleister. Oh là là, de lundi en lundi, ça va de plus en plus haut cette affaire. C'est chaud. Monday Night Raw, c'est chaud. Aleister Black, excusez-moi messieurs, mais à quoi sert le bandeau Aleister Black? Est-ce que quelqu'un... Papy, toi qui as la réponse à tout, est-ce que ta pilule bleue te fait entrevoir la vérité? En fait, je pense à rien puisqu'il l'avait perdu la semaine dernière et puis qu'il l'a remis cette semaine pour faire style pirate, là, c'était assez étonnant. D'accord, c'est purement esthétique. Ah bah oui, je pense, oui. C'est de la cosmétique pure. Genre, le mec a toujours 10 sur 10 à chaque œil, quoi. Ah non, mais c'est énorme. C'est vraiment. Et puis en plus, il est dérangé parce que le match a été assez rapide, ça a duré 4 minutes 40. Hein. Et ce qui est quand même marrant, c'est que voilà, le mec, il a un bandeau, il le perd, finalement, il a l'air de tout aller bien. Et puis finalement, paf, il y a des baisses de luminosité sur le ring, certainement liées à Retribution. Et ça suffit pour le déconcentrer et pour lui faire reperdre la vue, puisque derrière, c'est à cause de ça qu'il va se prendre le stunner de Kevin Owens quand même. En sachant que ce mec a vécu pendant 1 an dans une pièce sombre. Exact. Dans une cave.
En fait, le mec n'a même pas. Tu te dis, le mec, peut-être c'est pour habituer son regard et pouvoir affronter ses ennemis dans le Même dans noir. l'obscurité, ouais, Dans le- même dans l'obscurité, il est capable d'affronter ses ennemis. Bah non. Alors, c'est peut-être justement les changements de luminosité qui le perturbent. Tu sais, un mec qui joue à Metal Gear, là, pouf, ah, je vois plus rien, je suis aveuglé, clac, mort. Ah, en plus, le mec qui a stigmate, quoi. D'accord. Ouais, en fait, Épique. c'était un hommage à Karim Abdul-Jabbar dans Le Jeu de la mort, où Karim Abdul-Jabbar, en fait, Bruce Lee réussit à le battre justement en le perturbant avec la luminosité, en cassant les petites vitres à la japonaise, là, les vitres en papier, là, tu sais, là, en papier de riz. Et Bruce Lee, il fracasse comme ça toutes les trucs, et puis ça fait plein de lumière. Et Abdul-Jabbar, du coup, il est complètement perdu. Et ben là, il arrive la même chose à Lister Black, juste avec trois fusibles retirés par Retribution. Bah, bam, ça suffit pour le déconcentrer, puis se prendre un stunner de Kevin Owens. Voilà, bravo. Voilà, Belle d'Alistair référence. Black à Bruce Lee, là. Ah ouais, Ils ouais, ont ouais, fait ouais. un grand écart digne de Jean-Claude Van Damme, là, Ah, voilà, tonton. tout à fait, tout à fait. Ou de Lana. Bon, c'est bien Retribution, effectivement, qui est venu foutre le bordel en éteignant les lumières. Ils arrivent, ils cassent tout. Et est-ce que c'est là qu'on a eu le face-à-face avec... Non, c'est à la fin, ça. C'est à la c'est fin, encore ouais. plus tard. Qu'est-ce que c'est ce bordel encore? Qu'est-ce qu'ils ont fait la Retribution juste après ce match? Ils ont Parti, juste non éteint les lumières? Ils ont juste éteint les lumières, là. Sérieux? Bah ouais, il faut croire qu'ils ont un chef putain. électricien dans l'équipe. Donc voilà, le les mec, gars. le mec, il est responsable du tableau fusible, quoi. En fait, c'est juste pour dire, regardez, on peut faire n'importe quoi, n'importe quand on veut. Jour, nuit, jour, nuit. C'est impressionnant. C'est le concept. Bon, alors un truc qui est impressionnant, c'est la division tag team Oh féminine. là 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 là. Je pensais qu'on n'allait pas parler de ça. Je t'impressionne, hein. Si, on va en parler. Allez, on va en parler vite, puisque le Riot Squad affrontait Natalia et Lana avec Oh là Nia là Jax là et Shayna Baszler aux commentaires. C'était horrible. Et Oh la pure. 1 minute 16. 1 minute 16, ça a duré. victoire du Riot Squad. Oui. Et puis après, Baszler qui étrangle Lana et qui la balance à Nia Jax, qui lui fait un Samoan drop à travers la table. Ouais. Et, Voilà. et la table lâche quand même. Hein. La table lâche, heureusement. Ah oui, c'était beau. Ah ouais, c'était beau. Avec la table lâche quand même, quoi, sous le poids de Lana, c'était quand même énorme, quoi. Vous avez remarqué quand même, bah, j'espère qu'il n'y a pas que moi qui ai remarqué ça, mais qu'est-ce que Lana prend cher depuis que Miro est parti, hein. Tout à fait d'accord. Ah oui. Prendre Ouais. cher, là. Lana, il n'y a Et pas tout. eu un seul segment depuis le départ de son mari où elle s'est pas fait casser la gueule dans tous les sens, quoi. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle cette semaine. Est-ce qu'on peut dire que Miro l'a pas vu venir? Oh. C'est devenu Elles un sont bleu. elles Je suis sont pas content mal d'être les venu. elles sont pas mal les petites pilules bleues de papy, hein. Oh putain, j'en ai pour une après-midi à m'en remettre de cette review, je crois. Bon, tout ça quand même assez embarrassant. Ah ouais, très gênant. Est-ce qu'on peut passer à des histoires de bonhommes quand même? Ouais, retournons Ah. au bonhomme, parce que là, c'était vraiment très, très gênant, ce segment, quoi. Keith Lee a dit qu'il serait prêt à tout pour avoir le titre de champion, y compris à blesser son ami. Est-ce qu'on est encore un ami quand on menace de blesser son Dis avant. ami? C'est bon, non? S'il le dit avant, s'il prévient avant, ça va. Ça va, ça passe. Bon, écoute, mec, hein, je vais coucher avec ta copine, mais tu pourras je pas t'ai dire que je prévenu. t'ai pas prévenu. Hein. Quoi? C'est parce que t'as un pote que je te préviens. Drew McIntyre, donc, ouais, ça chauffe un peu entre les deux, entre McIntyre et Keith Lee, jusqu'à ce qu'ils se mettent sur la tronche finalement. Les esprits s'échauffent et ils se sont mis sur la gueule à travers tous les backstage. Hein. Donc finalement, les copains, voilà, c'est l'amitié virile entre McIntyre et Keith Lee. Entre bonhommes. Ouais. Adam Pearce intervient, les mecs continuent à se mettre sur la tronche. Le match commence, si je dis pas de bêtises. Chacun déploie son arsenal. Il y a de la Claymore, du Spirit Bomb, du crossbody entre deux mecs qui font 150 kilos. Donc voilà, l'impact a résonné à travers toute l'arène. Ouais, 300 kilos de viande sur le ring, ça fait du bruit. Hein. Et ça fait tellement de bruit que ça a réveillé Retribution. Et oui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Ah oui, ça fait 6 mois qu'on est là. Et du coup, Retribution arrive et ils attaquent McIntyre et Keith Lee. Plus de commentaires. Retribution donc prend le contrôle du ring et
enfin, les mecs qui avaient été engagés pour assurer la sécurité de l'arène et des catcheurs, The Hurt Business débarque et attaque tout simplement Retribution avec McIntyre et Keith Lee qui sautent. Oh putain. Les mecs, ouais, les mecs sautent par-dessus les cordes pour atterrir et écraser tout le monde. C'est le bordel. Bon, bah, est-ce qu'on peut dire que la sécurité est assurée dorénavant grâce à Hurt Business? Et surtout, on a enfin un début de rivalité ou de storyline peut-être avec ces petits rigolos de Retribution. Enfin, ils s'attaquent à des personnes importantes. Ça change Mhm. de quand ils cassent la gueule au troisième remplaçant du garagiste de je sais pas quoi qu'on connaît pas. Le Au mec qui moins, s'est fait bencher. là, ils attaquent vraiment les main eventers et du coup, leur Hurt Business qui respecte enfin sa parole de montrer qu'ils sont là pour péter des gueules aussi, quoi. Donc c'est bien, bravo. Pétez-vous les gueules, les gens. Quand ils sont arrivés avec leur costard, qu'ils ont fait tomber la veste, la chemise là. Hurt Business, moi j'étais fou. Hein. Moi, j'étais fou. Ça y est, moi je suis à fond avec le Hurt Business. Où est-ce qu'on signe? On veut le t-shirt. Oh tonton, qu'est-ce que Ouais, t'as et pensé de ce main event? moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Moi j'ai trouvé que c'était bien que ce Drew McIntyre versus Keith Lee se termine en no contest. Voilà, c'était leur première véritable opposition. C'est bien qu'on n'en ait pas trop fait, qu'on en ait trop montré. Ça aurait été dommage de beaucoup en montrer. Donc c'était pour une fois, je me plains pas qu'un match soit pas assez long ou pas et pas montré assez ceci ou assez cela. Pour le coup, je trouve que c'était bien joué, moi, que ce match se termine en no contest. Bon, c'est Retribution qui est venu tout casser à la fin, mais ça permet de pas trop en montrer, de garder un peu de suspense là-dessus. Effectivement, bah ouais, 300 kilos de barbac sur le ring, ça pouvait que me plaire de toute façon. Et puis ça termine vraiment en couille. Moi, je l'avais signalé sur le Discord. Le seul truc, c'est, j'étais un peu étonné finalement que ça soit le Hurt Business qui sorte sur le petit entron pour venir attaquer Retribution, puisque c'est un clan heel. Sur le coup, je me serais plutôt attendu que ça soit un peu les faces du roster qui sortent et qui viennent un peu essayer de faire la loi face à Retribution. Bon, on a choisi le Hurt Business, mais comme finalement le Hurt Business, c'est un peu les patrons, c'est un peu les tauliers de Monday Night Raw depuis plusieurs semaines maintenant. Bon, finalement, il y a une certaine logique derrière tout ça, quoi. Et puis bah maintenant, surtout le truc, c'est qu'on commence à y voir un peu plus clair sur Retribution et sur les membres. Ah oui, Non. donc oui, effectivement. Bon, alors les membres, on a dit qu'on allait essayer de conserver le mystère pour nos auditeurs parce que Tonton est visiblement très bien informé. Il a tout simplement eu accès au registre. Il a la liste des 200 noms. Parce qu'en fait, ils doivent signer en rentrant dans l'arène, les mecs de Retribution. Donc forcément, du coup, t'as le nom de tout le monde. Et ouais, Mais, bah ouais. ouais. Mais effectivement, je pense qu'il voilà, y a quelques noms qu'on a déjà. Clairement, tu avais effectivement 2 ou 3 qui avaient. Ouais. Bah, Bah, toi, on attention, peut. Dominique Dijakovic, Voilà. Et... Mia Yim chez les femmes, Dio Madine, qui est un grand black avec des locks qu'on a beaucoup vu en fait pendant le confinement, qui faisait partie du public, qui était régulièrement là pour faire le clap, et qu'on a un tout petit peu vu à NXT. Ah oui, mais attends, c'est le mec qui avait provoqué Brock Lesnar. Ah, je crois, ouais, oui, C'est qui était effectivement. commentateur et. Il avait défendu Jerry Lawler ou non? Oui, ça, voilà, il avait défendu un mec et Brock Lesnar l'avait tué et on ne l'avait plus revu depuis. D'accord. Alors, ça. vous avez compris, hein, finalement, Tonton est en train de balancer les noms. Donc, si Voilà, vous les gardez, vous pouvez avancer de quelques minutes. Oh. Ok, bon, allez, Tonton, vas-y, balance ta liste. Ah, on en est à Mia Yim, Dio Madine, Dominique Dijakovic, Shane Thorne, qui est un ancien. Ah, mais c'est l'Australien, là. Ouais, l'Australien, ouais, qui était des TM61, exactement, papy. Et qui est donc dans l'affaire. Voilà, on en a 5. Bon, alors après, je crois qu'avec papy, on en a déjà un peu parlé. Mais là, il y a un problème à Retribution, c'est il va falloir un gros nom, quoi. Il va falloir un monstre parmi les monstres. Il va falloir quelque chose qui pète, quoi, quelque chose de clinquant, là, parce que là, ça manque, là, pour l'instant. Bon, on peut rayer le nom de Keith Lee, hein, désolé, papy, mais. Ah bah ouais. Roman Après, Reigns je serais aussi, pas hein. sûr. Hein. Ça serait pas le premier gars qui se fait casser la gueule, puis en fait, non, mais jouer la comédie, ils vont pas vraiment taper, etc. Parce C'est que vrai, comme en plus. Dijakovic et Mia Yim, ils sont quand même vachement proches de Keith Lee, les deux. Hein, donc, Ouais, mais il pourrait en vouloir à Keith Lee, justement, parce que le mec, peut-être. il est monté et toi, tout seul, il les a Il est bien abandonnés monté finalement. dans eux, il est bien monté, Keith Lee, donc du coup, ils peuvent lui en vouloir pour ça.
Ouais, parce que tout est basé sur la frustration des Retribution qui se présentent comme des underdogs qui n'ont jamais eu leur chance à la WWE et que donc maintenant ça suffit. Puisque c'est comme ça, ils vont venir en meute et ils vont péter la gueule à toutes les superstars une par une. Ça, c'est ce qu'ils annoncent toutes les semaines. Ils ont commencé un petit peu avec ce main event là en s'attaquant directement quand même au bel homme champion du monde, quoi. Donc voilà. Donc ouais, Kisly, effectivement, il est pote avec Miyagi et Dijakovic. C'est clair qu'il y a une connexion entre eux trois, mais là j'ai l'impression que cette connexion elle a été un petit peu coupée, quoi. Ou alors, effectivement, si vraiment les mecs, enfin, ce serait tout à fait logique par rapport à leurs revendications. Toi, Kisly a bénéficié d'un Ouais. traitement de faveur. Le mec était champion NXT, et à peine il monte, il a quasiment un title shot. Ah ouais, complètement. C'est carrément ce pourquoi ils veulent se battre finalement. Donc, ça pourrait être un angle intéressant pour occuper Kisly en espérant que Randy Orton puisse affronter Drew McIntyre à Clash of Champions. Ça pourrait être lui donner un rôle assez important de leader de la contre-attaque, quoi. Donc, Après, moi, je vous dis très, très, très clairement, il y a un truc qui me gêne quand même beaucoup dans cette histoire de Retribution, au-delà du fait qu'il y ait pas un gros nom, mais c'est que justement, s'il y a un gros nom, j'ai l'impression qu'il va arriver un peu après, et ça ressemble, mais alors, presque trait pour trait à ce qui se passe avec le Dark Order à la All Elite Wrestling, quoi. Franchement, on a l'impression qu'il y a un scripteur, Arrow, qui est un gros fanat de la All Elite Wrestling et qui loupe pas un épisode de Dynamite les mercredis, quoi. Attends, tu veux dire des fédérations de catch qui se piqueraient les bonnes idées? Mais ça n'existe pas, oui. Hein. Ce serait une première. Après, c'est pas propre à la All Elite Wrestling. Je l'ai bien botché là, le nom, mais c'est pas grave. À l'AEW, parce que moi, ça me rappelle aussi ce qu'ils avaient fait à l'époque à Impact avec qui s'appelait à l'époque SN8. avec SN8, ouais. SN8, c'était pareil, hein, c'était des mecs masqués, et puis tu avais des jobbers, puis au final, ah non, en fait, un mec vachement connu qui est le chef, et qui se faisait attaquer dès le début, je le rappelle. Hein, pourquoi ça peut être lui? Ah oui, il se faisait attaquer, c'était. C'est Bully Ray. Ouais, c'était Bully Ray. Il avait été victime, d'accord. Ouais, effectivement. Et voilà, en fait, ça a toujours existé finalement Mais justement, ce qu'on discutait souvent sur le Discord, venez nous rejoindre sur le Discord pour en discuter. Mais moi, si à la fin, des mecs avec cagoule, ils retirent tous leur cagoule, et puis c'est des mecs qu'on connaît pas pour le grand public, hein. C'est sûr que si tu as regardé tous les épisodes d'NXT, tu auras peut-être vu les 2 minutes où Shane Thorne est venu. Ça serait décevant, quoi. Moi, j'aimerais bien comme qu'il y ait un mec qui ait un peu plus de mon nouveau ticket, vous voulez savoir c'est qui mon nouveau ticket? C'est Samoa Joe. Oh! Samoa Joe qui était aux premières loges pendant toutes les semaines où ils ont commencé à intervenir, qui avait l'air de savoir beaucoup de choses. Et je sais pas, le mec, il avait des cassettes. Qui a jamais été attaqué par Retribution. Qui a jamais été attaqué. Là, le mec est en vacances. Il a disparu pour mieux nous le faire revenir un petit peu plus tard. C'est une grande gueule. Lui aussi, un petit peu mis de côté. Il a jamais vraiment réussi pleinement son passage au main roster. Il a toujours loupé les WrestleMania. On l'a refilé aux commentaires alors qu'il va dire mais voilà, vous m'avez vu aux commentaires alors que moi je suis là pour je suis un champion, moi, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je le verrais bien, moi, Samoa Joe. C'est pas mal, c'est une piste pas mal, je trouve. C'est bien Samoa Joe. Bah ouais, ce serait un beau leader, hein, un beau leader. Bon bah de toute façon, je suis même pas sûr que sache vraiment pour l'instant. Non, à mon avis, c'est ça. Bon, nous, ce qu'on sait, c'est si on a aimé ou pas cet épisode. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Tonton, est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode In Your Face de Monday Nitro? Avec plaisir. Mon flop, je vais tirer sur l'ambulance parce que vraiment c'était pitoyable. C'était le segment Lana Natalia. Enfin, je sais même pas si je peux appeler ça un segment, un match. Enfin, vraiment, c'était vraiment. J'ai l'impression qu'ils font ça que pour que Lana se fasse casser la gueule. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options dans cette histoire-là. Donc vraiment, ça n'avait aucun intérêt. Mon top, je vais le donner au main event parce que j'ai trouvé que c'était bien géré. Pas forcément que c'était fantastique, mais voilà. J'ai apprécié le fait qu'on n'en montre pas trop entre Kisly et Drew McIntyre, qu'on s'en garde un peu sous la semelle.
Finalement, cette intervention du groupuscule anarchiste était plutôt bienvenue. On commence à en savoir un petit peu plus sur Retribution, sur leur motivation et sur ce qu'ils sont capables de faire. Et puis moi, il y a un truc que j'aime bien. Voilà, moi, c'est mon côté old school. C'est que moi, j'aime bien les bagarres générales. Et voilà. Et on a eu droit à une belle bagarre générale à la fin, voilà, avec le Hurt Business, McIntyre et Lee qui sautent par-dessus la troisième corde pour défoncer tout le monde. Voilà, ça se latte dans tous les sens, ça se colle de la mandale. Moi, j'aime bien quand un main event se passe comme ça. Donc voilà, on a eu à peu près, on va dire, les 15 dernières minutes de Raw qui étaient vraiment intenses, et ça, c'était plutôt sympa. Donc je vais lui donner, et puis ma note, je vais lui donner, j'étais moins emballé que la semaine dernière. Vraiment, la semaine dernière, j'avais vraiment vécu un bon Raw, quoi, et vraiment avec Mirem, on en avait parlé avec ce Monday Night Piñata, là, avec ce final en apothéose, là, la semaine dernière. Donc, je vais lui donner une note un petit peu plus basse que la semaine dernière, mais je suis quand même assez satisfait en ce moment de Monday Night Raw. Donc, je vais lui mettre un 2,75. Bien, bon, papy, ta petite pilule bleue, là, elle va te faire voir les choses de façon positive, négative? La pilule bleue me fait voir les choses en rose, je pense. Oh. Alors, j'ai donné ma note tout de suite. Je donnais un bon 3 pour ce Raw, parce que alors, je pense que vous avez dû en discuter pendant la review. Il y a pas mal de choses qui avancent, mine de rien. Donc, c'est plutôt bien. Même Retribution qui arrive enfin à s'attaquer, qui semble être enfin utile. Donc, c'est par rapport à ce qu'on a vu il y a 2 semaines où j'en pouvais plus de Retribution, là, il me saoule beaucoup moins d'un coup. Au niveau de mon flop, je vais le donner alors, à la tag team. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé du coup. Je vous écouterai avec grand plaisir pour savoir, votre avis là-dessus. Mais la tag team, ouais, j'en peux plus en fait, c'est la tag team, de et SmackDown et de Raw. Alors en plus, comme ils étaient tous les 2 ensemble là, ils me saoulent, leur match, ils m'intéressent pas, et les divisions globalement m'intéressent pas non plus. Donc qui se foutent, un coup de pied au cul et qui commencent à vraiment reconstruire quelque chose à ce niveau-là. Les filles, je vais pas leur donner le top, mais moi, elles me dérangent moins parce que j'ai au moins la sensation qu'ils essaient de faire quelque chose, donc voilà. Le top, je vais plutôt le donner, à là où je suis arrivé, donc à l'histoire des Mysterio, versus, Seth Rollins, parce que comme je disais, ils mettent plein de petites touches, intéressantes dans le truc. En fait, c'est devenu clairement plus intéressant depuis que Dominique est dans l'affaire, hein. Là, ils gagnent pas tout de suite, c'est bien, je trouve. Comme ça, le jour où il gagnera son match contre Seth Rollins, en individuel, là, ça sera la grosse explosion, la grosse réussite. Donc, je trouve que c'est bien géré cette affaire-là. Voilà. Bien, et ben moi, mon top, je vais le donner au boss, au patron, le Hurt Business. Voilà, les mecs sont là en costard, ils assurent la sécurité, il y a de la bagarre, et en plus, on les paye pour ça. Donc, je crois que c'est... Ils ont tout pour réussir, ces quatre gaillards. Donc, mon top va au Hurt Business. Et mon flop, pas énorme, pas de gros flop. Je vais le donner au match Asuka et contre Mickie James. Et puis ce finish vraiment dommage. J'aurais bien aimé qu'on ait une belle fin là avec Mickie James. Bon, on nous vend le dernier match de Mickie James tous les 2 ans, mais voilà, je suis un petit peu déçu. Et ma note, j'ai été bien hypé. Moi, j'ai trouvé effectivement que ça avançait bien les histoires, qu'on a de la grosse baston et que ça va dans le bon sens. Du coup, moi aussi, je vais mettre un 3 comme papy, et pour récompenser ce Raw spécial In Your Face. Tiens, papy, toi qui viens d'arriver, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelait In Your Face cet épisode? T'as peut-être la réponse? J'en ai aucune idée, mais je pense qu'ils ont juste envie de mettre des sous-titres partout. D'accord, ok. Bon, écoute, Ah. un mystère qui restera mystérieux. On pourra noter aussi que les ratings étaient meilleurs cette semaine. Même s'il y a toujours ce qu'on parlait IRM la semaine dernière, toujours cette espèce de passage fatidique de la 3e heure là, où ils ont toujours une baisse assez incroyable. Ça, c'est vraiment c'est un truc pareil. S'il y a Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un, dans la 3e heure, hein? Je sais s'il y a pas, un- qu'est-ce qui se passe en sous-sol dans la 3e heure, hein? ouais, mais oui, effectivement, ouais, mais bon, s'il y a un catch-upper ou une catch-uppeuse qui peut nous expliquer ce qui se passe avec cette fameuse 3e heure à Raw là, hein, où il y a une perte soudaine de ratings, là, c'est assez incroyable. Mais ils ont fait mieux, hein. La semaine dernière, ils avaient fait un catastrophique 1,7 million, et là, ils sont remontés dans les 1,850 000, un truc comme ça. Donc, c'était quand même largement mieux, quoi. Et puis, C'est en dessous de 50 par contre. comme on fait un peu tard cette review, il est tombé plusieurs infos cette semaine. Et dans les infos en fait que j'ai trouvé étonnantes, j'en ai vraiment gardé une.
c'est Kevin Owens, quoi, parce qu'apparemment, Kevin Owens n'est pas content du tout, quoi. Et apparemment, ça se passe très mal avec Kevin Owens backstage, quoi. Parce qu'il n'est pas du tout content de la gestion de la WWE par rapport au Covid. Il n'est pas content de ses programmes. Enfin, en clair, Kevin Owens, en ce moment, il est chafouin. Du coup, est-ce qu'il a un petit peu envie de se venger, Kevin Owens? Est-ce qu'il a des envies de rétribution? Et ouais, parce que du coup, tu parlais de Samoa Joe, et puis du coup, dans ma tête, je me disais, ah ouais, tiens, mais en même temps, on en a un autre en ce moment qui est pas du tout content, et pour le coup, c'est le Kevin Owens, quoi. Kevin Owens en chef de meute, ça peut être pas dégueulasse, hein. Ouais, des mecs tous deux qui viennent d'NXT en plus, donc qui peuvent partager un petit peu un passif avec tous ces gars-là, d'une certaine manière. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, ils ont tous les deux un bon micro et ils passent bien à la télé, donc Bon, bah Ouais, écoute, pourquoi pas, Kevin Owens. On voir. Bon, bah écoutez, c'est comme ça que se termine cet épisode spécial In Your Face de Catch Up. Je vous remercie tous les deux d'être venus dans le studio. N'oubliez pas, hein, pour nous écouter, il suffit de vous abonner sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur YouTube pour ne manquer aucun épisode de Catch Up. C'est toutes les semaines qu'on analyse les shows de catch de la WWE. Également les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC, le Discord. Papy vous en a parlé et la raison, c'est là aussi que ça se passe. On vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour la suite. Merci tonton. Merci à toi, mon bon patron. Merci papy. Merci à toi, grand chef vénéré. Hugues à toi, mon ami. On vous donne rendez-vous donc très bientôt pour l'analyse de Friday Night SmackDown. Et on vous souhaite évidemment d'ici là à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao. Salut les gars. Salut peuple de catcheurs. Moi, je dis papy, leader de Retribution. Là, il y aurait de l'action à Monday Night Raw. Ah, moi je vais rétributer là, j'ai plein de trucs à dire.